Bonsoir à tous, bienvenue à la maison BM 2050 où nous avons l'honneur de recevoir ce soir le Forum urbain pour sa 12e rencontre qui va venir parler de qui paiera la ville de demain. Nous avons donc l'honneur de recevoir Monsieur Nicolas Riot, chercheur en sciences politiques, consultant en stratégie territoriale. Nous avons Monsieur Nicolas Fontaine, directeur général des mobilités à Bordeaux Métropole. Monsieur Jérôme Gauze, directeur général délégué de la Fabrique de Bordeaux Métropole. Et nous avons Monsieur Pascal Le Halpert, qui est directeur du développement chez Suez. Et enfin, Monsieur Gilles Pinson, politiste, enseignant, chercheur à Sciences Po Bordeaux, responsable scientifique du Forum urbain. Merci à tous ceux qui sont venus pour venir assister à ce beau débat et je vais vous laisser la parole, messieurs. Merci beaucoup. Bon, c'est super, j'avais prévu de présenter les invités, mais voilà, vous l'avez fait à ma place. Aujourd'hui, donc, ce qui va nous occuper, c'est une étude qui a été publiée par une équipe de chercheurs consultants. Alors, vous en avez quelques exemplaires ici, mais pas suffisamment pour être distribués à tout le monde. Mais dans cette équipe, donc, figurait Nicolas Riot, donc, qui a créé une boîte de conseil qui s'appelle Partie Prenante, et était également présent dans cette équipe Isabelle Barros-Serfati d'IBCity et Clément Fourchy d'Espelia. Alors, le titre de la rencontre de ce soir du Forum urbain est un peu racoleur, hein, qui paiera la ville de demain? En fait, vous allez vous rendre compte qu'on va parler de plein d'autres choses, de bien d'autres choses, mais on parlera du financement et de la contribution des différents usagers et opérateurs de la ville à son financement. Mais plus globalement, on va quand même parler de la ville de demain, puisque nous sommes dans le cadre de BM 2050, et je remercie BM 2050 de nous accueillir. Et donc, on va grosso modo parler de la ville de demain, 2050, je ne sais pas. Alors, pas tellement des questions de forme urbaine, pas tellement de la question de la population qui habitera les villes en 2050, mais plutôt la question des opérateurs. Vous verrez que dans le travail de Nicolas est posée la question de savoir si tout un tas d'événements récents, d'évolutions récentes, comme notamment l'émergence de nouveaux opérateurs qu'on connaît bien, hein, les GAFA, l'émergence de cette notion de ville servicielle, mobilité comme service, mobility as a service, tout ce mouvement de réflexion qui considère qu'aujourd'hui la question de l'accès à la ville se pose moins en termes d'accès à la propriété d'un certain nombre d'équipements, comme la voiture, mais d'accès plutôt à des services. Eh bien, comment tout ça recompose la ville? On va aussi parler de tous ces nouveaux acteurs agrégateurs d'informations, de pratiques, hein, notamment voilà, Google Maps aujourd'hui produit énormément d'informations qui nous guident aujourd'hui dans nos pratiques dans la ville, notamment en mobilité. Est-ce que demain Google sera aussi un opérateur de billettique, par exemple, ou même de production de services de mobilité? Enfin, toutes ces questions vont être posées et se posera bien entendu la question de savoir quelle est la place dans tout ça des gouvernements urbains, de Bordeaux Métropole, mais aussi de ces structures, on va dire satellites, de ces opérateurs, notamment des opérateurs d'aménagement, mais aussi des opérateurs de mobilité, dans cette ville où les opérateurs ne sont plus uniquement des acteurs publics. Voilà. Donc on va fonctionner de manière assez itérative, un peu un ping-pong. Moi, la première question que je voulais poser à Nicolas, c'est pourquoi poser la question aujourd'hui du financement de la ville? Pourquoi poser aujourd'hui la question de qui paiera la ville? Et puis d'abord, on part de quelle situation? Aujourd'hui, qui paye la ville? Est-ce que ce sont uniquement les usagers, les contribuables, ou est-ce que c'est déjà un peu plus compliqué que ça? En tout cas, pourquoi dans cette équipe que vous avez réunie, vous vous êtes posé cette question du financement de la ville? Eh ben merci Gilles pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici pour vous présenter un peu effectivement les travaux qu'on a produits sur cette question des nouveaux modèles économiques urbains. Il y a eu un peu 2 saisons et 3 tomes. Un que je vous ai apporté ici qui est effectivement le plus prospectif, où on a fait un travail pour l'Institut pour la ville durable en essayant de faire une prospective des opérateurs de services urbains. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis 2 autres
tomes un peu qu'on jalonnait notre travail. Le premier sur qui paiera la ville de demain, on y reviendra. Et puis le deuxième qu'on vient de sortir et qui va bientôt être diffusé en ligne sur qui gouvernera la ville de demain et qui montre bien un peu l'évolution de cette question, enfin, l'évolution de notre questionnement, des questions de financement vers des questions de gouvernance. Et c'est aussi pour ça que je suis très heureux d'être là et de pouvoir mettre ce travail en discussion avec mes camarades de droite. Parce que du coup là on engage une troisième saison dont l'enjeu est justement de le mettre en dialogue avec les collectivités. On a essayé à travers ce travail pour les VD de le mettre aussi un peu en dialogue avec les opérateurs. Je serais intéressé d'avoir votre réaction là-dessus. Et là maintenant on essaie d'engager un travail plus poussé avec les collectivités sur voilà, les tendances prospectives qu'on pointe, les questionnements qu'on apporte. Est-ce que vous, collectivités, ça vous parle? Est-ce qu'à Bordeaux ça résonne ou pas, parce qu'on voit bien que ça se traduit quand même très différemment selon les territoires. Et puis surtout, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je reviens à ta question, Gilles, sur finalement cette question du financement, qui était un peu comment on l'aborde et pourquoi on juge que c'est important de l'aborder. Au final, on l'a pris comme point de départ pour s'en éloigner. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de construire à travers cette approche par les modèles économiques, c'est de dire on a lancé cette étude du coup en 2016 en plein dans le contexte de la crise des finances publiques locales où on se rend compte que les collectivités ont plus les moyens de leur ambition. Crise des finances locales qui se traduit aussi sur des questions d'aménagement où on n'arrive plus aussi à sortir des AC à l'équilibre et du coup les AC deviennent aussi un enjeu financier important pour les collectivités. Et par rapport à ça, on était un peu, comment dire, fatigué du registre habituel sur la crise des finances publiques, d'interpellation de l'État, de dire il faut que l'État nous finance, nous rende notre autonomie, etc. Et du coup, on avait un peu le sentiment que les collectivités se retrouvaient bloquées dans ce face-à-face vis-à-vis de l'État. Et puis de l'autre, cet impératif gestionnaire qu'on voyait à l'intérieur des collectivités sur l'enjeu de l'équilibre dépenses-recettes. Et finalement, prendre l'entrée par les modèles économiques urbains, et je vous ai mis là un peu la matrice des modèles économiques qui a été construite par un chercheur en sciences de gestion qui s'appelle Alexander Osterwalder, c'est bien montrer qu'en fait, quand on aborde cette question de financement sous l'angle dépenses-recettes ou coûts-revenus, en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg et qui est évidemment déterminante, mais sans doute pas prioritaire, qui notamment efface la question qu'on a cherché à apporter, qui est celle de la proposition de valeur, et plus globalement, celle de la valeur, de quelle valeur on doit produire en ville, qu'est-ce qui produit de la valeur et qui la produit, et surtout, comment on la partage et quel peut être le rôle de la collectivité là-dessus. Donc ça, c'était un peu le premier point d'entrée, et puis il y avait un deuxième point d'entrée à ce travail qui est finalement, au fur et à mesure, montée en puissance du fait aussi de l'actualité, qui était cette intuition que le fait que la révolution numérique saisisse la ville allait amener un certain nombre de basculements sur cette question des financements, parce qu'on voit bien qu'une des originalités de l'économie numérique, c'est son modèle économique et son modèle de financement, et notamment la diffusion du modèle de la gratuité, avec tous les effets pervers qu'il peut y avoir et tous les débats que ça avait pu susciter, notamment dans le monde de la culture à l'époque. Du coup, de voir comment cette économie numérique qui peu à peu s'empare de la ville, qu'est-ce que ça transforme et là encore, je dis la ville saisie par la révolution numérique. De notre point de vue, ça n'a rien à voir avec la Smart City. On n'est pas dans le catalogue d'innovation tech à l'obsolescence programmée plus ou moins longue. On n'est pas dans des solutions qu'on chercherait à apporter, mais bien dans une évolution des pratiques, des usages et des acteurs qu'on voit très bien. Le secteur le plus emblématique de ça, c'est la mobilité.
Tu parlais de Waze, il y a aussi Uber, le covoiturage, les vélos en libre service, les trottinettes. Enfin, on voit bien qu'il y a tout un tas de nouveaux opérateurs qui arrivent et qui perturbent un peu ce champ de la mobilité. Ça m'intéresserait de voir à Bordeaux comment ça se traduit et comment ça percute le transport urbain public classique. Mais on le voit aussi dans l'immobilier. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les concours de type réinventer, les appels à projets urbains innovants qui montrent bien qu'il y a aussi tout un tas de nouveaux enfants qui partent un peu à la conquête de l'immobilier. Et nous, notre conviction, c'est que même s'il y a sur ces nouveaux entrants toujours un risque un peu de bulle spéculative, de dire on en parle beaucoup et on a du mal à cerner qu'est-ce qu'il y a derrière, ça interpelle quand même la place de la collectivité et notamment où est-ce qu'elle se place par rapport à tous ces opérateurs. Je vais y revenir, mais en le questionnant un peu sous l'angle de la chaîne de valeur. Et dans la chaîne de valeur, il y a valeur. On revient à cette question de la valeur qui est, à notre sens, plus importante que celle du financement, de savoir dans cette chaîne de valeur, comment l'arrivée de nouveaux entrants percute la chaîne traditionnelle, c'est-à-dire le partage des rôles qu'il y avait entre les différents maillons, ceux qui intervenaient, si on prend l'exemple de l'énergie, ceux qui intervenaient dans la production, ceux qui intervenaient dans le stockage, ceux qui intervenaient dans la distribution de type Enedis, ceux dans la fourniture, Direct Énergie, Enercop, etc., et ceux qui interviennent dans les services énergétiques, comment ça bouscule tout ça. Désolé, c'était déjà trop long, mais c'est montrer que en fait, voilà, ce glissement de la question du financement vers la question de la valeur dans les services urbains, et en allant chercher des outils plutôt inspirés des sciences de gestion pour justement sortir du débat financier ou gestionnaire du financement des collectivités. Merci Nicolas. Alors dans votre rapport, vous listez une série de grandes transformations qui bouleverse justement cette économie des services urbains. Est-ce que tu peux revenir sur ces grandes transformations et notamment nous dire la place particulière qu'a le numérique dans tout ça? Oui, alors c'est là où effectivement j'avais préparé un peu quelques slides, mais en même temps je vais essayer d'aller assez vite. Tout ça a un côté un peu factice, mais en même temps ça rythme l'auditoire. Quand on vous voit trop endormi, on passera en mode impro, ça deviendra encore plus dynamique. Donc levez la main quand vraiment vous avez besoin que ça soit un peu plus péchu. Mais en même temps, voilà, pour nous, c'est un peu la base de notre travail de se dire, au-delà de tous les petits indices, les petits signaux qu'on voit dans l'actualité, dans la presse, sur ce qui se passe avec Uber, ce qui se passe avec d'autres opérateurs de l'énergie, ce qui se passe dans l'économie circulaire avec des opérateurs comme YoYo, je ne sais pas si vous connaissez, qui viennent se positionner sur le recyclage des déchets, ou même Zero Waste ou d'autres, de se dire mais c'est quoi un peu les tendances de fond, quoi. Et on a essayé de les identifier, on en a trouvé 7. Alors je ne vais pas vous présenter les 7, elles sont largement abordées dans cette étude qui, encore une fois, est en ligne. Je vais juste mettre l'accent sur quelques-uns qui, à notre sens, révèlent la spécificité des mutations dans lesquelles on est. Et le premier axe, c'est celui de la multitude. Alors, qui parmi vous a entendu déjà ce terme de multitude? Non, ça parle à personne. C'est un terme qui a été développé par 2 spécialistes de numérique qui s'appellent Henri Verdier, qui est maintenant qui était à la tête d'Etalab sur les questions de big data et d'open data du côté de l'État, et puis Nicolas Collin, qui travaille beaucoup dans le monde de l'innovation après être passé par l'ENA, comme quoi tout est possible, qui, leur hypothèse, c'est que la multitude, c'est la nouvelle ressource de cette économie, un peu le nouvel or noir qui remplacerait dans l'économie numérique ce qu'était le pétrole et les matières premières dans l'économie industrielle. Et c'est quoi la multitude? C'est la capacité à transformer l'usager consommateur en producteur. Et du coup, activer tout un tas d'individus qui sont fragmentés et qui produisent sans le vouloir, sans forcément le savoir, de manière fragmentée, d'agréger tout ça pour en faire un facteur de production et une offre de services. Et donc là, vous voyez bien évidemment toute la résonance avec le numérique
où on va tracer vos comportements. C'est typiquement le modèle des plateformes de type Facebook, Google, où on va tracer vos comportements, tracer vos usages, pour derrière faire vous faire travailler à leur place quand vous rentrez les lettres qui sont un peu mal écrites pour améliorer le système de scan des archives, etc. Bah là, c'est exactement la même logique qui se décline sur la ville. Airbnb en est sans doute l'exemple le plus marquant, où comment on fait de chaque habitant un producteur de potentiel de l'offre de logement. Et pas uniquement du logement touristique. On sait bien qu'Airbnb aujourd'hui c'est plus uniquement ça. Et donc finalement c'est un peu, on pourrait presque l'intégrer comme un promoteur quoi, qui produit une nouvelle offre de logement. On voit le cas sur Waze où en captant les données des différents usagers, on arrive à modéliser en temps réel l'état de la circulation, ce qui était un peu le Graal de Bison Futé ou de n'importe quelle collectivité. Bah maintenant, on le fait sur une logique plateforme en activant la multitude. Et Zenpark, troisième exemple, sur les parkings. Je ne sais pas si vous connaissez, l'idée c'est un peu comme Airbnb, mais appliqué au parking, de dire votre place de parking que vous utilisez qu'une partie de la journée, bah, l'autre partie du temps, vous la mettez sur notre plateforme et vous devenez producteur d'une offre de stationnement qui vient potentiellement derrière se substituer ou concurrencer les parkings souterrains, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le facteur emblématique et sans doute le plus inédit. Il y a un deuxième facteur qu'on a appelé le sur-mesure, qui est moins inédit, mais dont le numérique lui fait prendre des proportions quand même assez importantes et qui, là aussi, vient quand même fortement percuter les services urbains en général et les services publics en particulier, qui étaient plutôt qui reposaient davantage sur un système d'uniformité. Et là, en ce moment, avec les collectivités avec lesquelles on travaille, on essaie de voir comment cette approche qu'on a testée sur les services urbains, la mobilité, l'énergie, les déchets, etc., comment elle se traduit aussi sur d'autres services publics, et notamment quand on parle de l'école, on se rend bien compte que ce sur-mesure, en tout cas ce développement du sur-mesure avec les écoles Montessori, avec toutes les écoles de pédagogie alternative, mais qui sont aussi les écoles qui viennent avec le retour de l'uniforme dans les banlieues populaires, enfin tout un tas d'écoles qui viennent chercher à faire un peu, à répondre à une demande qui, elle, est en voie de différenciation. Voilà, ça percute aussi le fonctionnement de l'action publique et le fonctionnement de la ville. Et que cet élément, il est porté à la fois du côté de la demande, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des offres privées qui sont conçues, qui vantent en tout cas un service sur mesure par l'usage des big data, des algorithmes, d'une certaine manière, on finit à s'y habituer, et du coup, on finit par avoir auprès des services urbains traditionnels, l'eau, le tramway, l'immobilier, la même exigence d'adaptation à nos spécificités de forme de ménage, de dire moi mon logement je préférerais qu'il soit comme ci ou comme ça, moi ma façon de me déplacer c'est ça et j'attends que ça soit exactement adéquate à mes préférences individuelles. Donc c'est extrêmement fort du côté de la demande, mais c'est aussi amené du côté de l'offre, là encore parce qu'amène l'économie numérique qui pourrait être résumée sur l'industrialisation de la personnalisation en fait. Qui avant passait par une logique artisanale, maintenant devient un fonctionnement industriel, là encore produite par de grands opérateurs. C'est pour ça que je vous mettais l'exemple de Linky, où pareil on capte vos données pour voir comment, en tout cas c'est comme ça qu'il le raconte, vous proposez une offre sur mesure qui vous permet d'optimiser votre consommation d'énergie, de mieux la comprendre, etc. Et je vous ai mis un autre exemple pour montrer que c'était valable sur d'autres secteurs, qui est Abix, dont le principe est de dire on vous vend des logements sur plan tels que proposés par des promoteurs classiques, mais là c'est vous qui faites le plan, et du coup vous substituez aux concepteurs, aux promoteurs dans la conception de votre logement neuf. J'ai le temps d'en faire encore un ou deux.
hybridation, ça va super vite, qui est de dire que les frontières sectorielles qui avaient quand même extrêmement fortement structuré les services urbains, de dire on a et structurer l'organisation de l'action publique, on a les transports d'un côté, l'énergie de l'autre, il ne faut pas mélanger les déchets et la propreté, c'est deux secteurs différents et on ne peut pas faire des marchés publics conjoints. Voilà, ça a bien bouleversé les choses, ça donne aussi une importance particulière à l'immobilier qui devient un peu le point d'entrée de tous les autres services urbains. Et donc c'est pour ça qu'on a un phénomène aussi de convergence entre les acteurs, les opérateurs traditionnels des services urbains et les opérateurs immobiliers. Et pareil, ça perturbe à la fois le fonctionnement de ces services et leur régulation. Alors, donc il y en a plein d'autres que vous pourrez voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir au-delà de ces axes. En fait, ça dessine une mutation plus large qu'on pourrait qualifier, alors on n'a pas encore trouvé le bon terme, on est preneur de vos idées, mais de tournant serviciel, qui est effectivement ce principe de dire on rajoute as a service à peu près derrière tout ce qu'on raconte. Il y a un côté effet de mode derrière, mais qui est quand même intellectuellement pas complètement inintéressant à poursuivre, et notamment nous sur les 3 secteurs qu'on a abordés. On s'est dit, mais c'est quand même marrant de voir qu'à chaque fois, on a ce même basculement où on passe des déchets à l'économie circulaire, on passe de la distribution d'énergie, tirer des câbles en gros, à la performance énergétique, et on passe de l'aménagement à ce qu'on a appelé une sorte d'immobilier serviciel, en essayant de le tester dans l'étude. Ça veut dire quoi l'immobilier as a service? Et en fait, derrière ça, il y a un peu deux phénomènes qu'on a essayé de schématiser un peu maladroitement ici, qui se passent du côté de l'usager, qui sont d'un côté l'élargissement du périmètre du service urbain. Forcément, quand on parle de mobilité, c'est bien plus large que le transport public urbain, à la fois en termes d'infrastructures, de modes de déplacement, mais aussi de services associés. Pareil, quand on passe de la distribution d'énergie à la performance énergétique, c'est évidemment bien plus large et ça comprend votre consommation, votre rapport au numérique, etc. Et puis l'autre facteur, qui est presque encore plus déterminant pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de basculement de la chaîne de valeur où traditionnellement dans la ville des grands réseaux, pour maîtriser la chaîne, il fallait être là, il fallait maîtriser l'infrastructure, sa conception, son dessin urbain, et quand tu avais l'infra, tu avais le pouvoir. Et en fait, aujourd'hui, le pouvoir et la valeur et le fric, pour le dire crûment, il a plutôt tendance à basculer par là, au plus près de l'usager, ce qui est encore une caractéristique de l'économie numérique, plutôt sur une logique justement de service que de conception et de gestion d'infrastructures. Merci. Alors, on va passer à une partie un peu plus interactive de notre soirée. Moi, j'aimerais bien vous interroger tous les 3 sur, en gros, toutes ces transformations qu'a commencé à décrire Nicolas dans chacun de vos services, parce qu'on vous a choisi aussi, parce que l'un représente l'aménagement, l'autre les mobilités, et le troisième l'eau et l'assainissement. Comment toutes ces transformations ont bouleversé vos secteurs? Donc, premier élément sur lequel j'aimerais vous entendre, nous aimerions vous entendre. Et puis, vous avez aussi le droit d'être sceptique sur un certain nombre de propositions qu'a fait Nicolas. Alors, par exemple, cette idée selon laquelle, ce modèle dans lequel celui qui détient l'infrastructure n'est plus le roi du pétrole, dans quelle mesure, pour vous, ça correspond à une vraie évolution, ou est-ce que on n'est pas aussi en train de céder un certain nombre de mirages générés par tous les discours sur le numérique et la Smart City? Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Allez. Il faut bien se jeter à l'eau. J'ai combien de temps pour répondre? Parce que là, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures. 5 minutes. Bon. Quand j'écoute ça, la première réaction, et quand je vous vois tous là, je me dis, d'abord, il y a une petite remarque préliminaire à faire, c'est que, comme vous l'avez dit, on est chacun dans un domaine. Et moi, je suis très limité à ce domaine-là. Je suis ni économiste, ni philosophe, ni universitaire, ni rien du tout. Je suis juste un ingénieur qui travaille depuis 15 ans dans le domaine des mobilités et qui connaît un petit peu ce domaine-là, mais qui ne connaît pas du tout les autres.
Donc, je ne vais pas m'aventurer à parler d'autre chose que des mobilités, sinon je vais forcément dire de grosses bêtises. Déjà, si je parle des mobilités, je peux aussi dire des grosses bêtises, mais il y a un petit peu moins de chance. Moi, je suis très sceptique. Je suis très sceptique sur les propositions qui semblent pouvoir émerger de ce qui vient d'être dit, et ça ne remet pas en cause la valeur de votre travail. Pourquoi ? D'abord, on a vraiment raison de se poser la question du financement de la mobilité de demain. C'est une question fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'on arrive vraiment aujourd'hui, et je pense que certains d'entre vous ont été un petit peu embêtés par ce qui s'est passé hier et avant-hier sur le tramway. On arrive aujourd'hui aux limites d'un modèle qui a été un modèle de très fort investissement dans l'infrastructure des transports en commun urbains. À Bordeaux Métropole, on a aujourd'hui plus de 2 milliards de patrimoine qui ont été mis en service entre 2003 et aujourd'hui. Voilà. Et le tramway, c'est comme une voiture. Les premières années, ça marche très bien. Puis après, il faut passer chez le garagiste et ça coûte de plus en plus cher. Voilà. Et donc, dans les années à venir, on va avoir une explosion des coûts d'entretien de ce réseau. Et comme vous l'avez dit, les finances publiques, c'est pas ce qui se porte le mieux aujourd'hui dans le monde. Donc, il y a un véritable enjeu. Alors, est-ce que la réponse, c'est Waze? Est-ce que c'est des services d'entreprises privées, de partage, de production par la personne? Moi, si je parle que des mobilités, j'ai pas du tout l'impression que ça soit la réponse. Et dans le domaine des mobilités, aucune entreprise n'a le pouvoir que Airbnb a aujourd'hui. Enfin, aucune entreprise de service. On peut peut-être parler, Google, c'est peut-être une exception. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises... Alors, prenons un exemple, Blablacar. Blablacar, on pourrait se dire c'est extraordinaire, mais Blablacar, en fait, c'est peanuts en termes de déplacement assuré aujourd'hui. Et Blablacar, il n'adresse qu'un tout petit segment du nombre des déplacements au quotidien, qui est le déplacement en longue distance. Et il ne joue aucun rôle dans la lutte contre la congestion des grandes métropoles. Il ne joue strictement aucun rôle. Et si mes informations sont bonnes, et c'est très difficile d'avoir des informations, aujourd'hui leur modèle économique n'existe pas du tout. Ils sont même en grande difficulté. Donc moi je ne crois pas du tout... et aujourd'hui, pour en venir sur le covoiturage, moi ça fait presque 10 ans que j'essaie de travailler sur la transposition de Blablacar au covoiturage du quotidien, et on n'a que des échecs. Alors il y a 10 ans, les applications, elles étaient nulles, donc on se disait c'est la faute de l'application, il n'y a pas assez de réseau, il y a besoin de trop de données. Aujourd'hui, les explications, elles ont l'air très bonnes. Blablacar essaye de faire une application et c'est catastrophique. Ils ont des poignées de personnes qui font du covoiturage du quotidien grâce à leur service. Donc je suis très dubitatif. Et par contre, et c'est la dernière chose que je vais dire, et puis après je vais passer le micro, par contre je crois qu'il y a des solutions qui sont très simples, des solutions qui sont du passé, qui existent depuis voire plus d'une centaine d'années, qui sont totalement sous-utilisées, voire depuis le début de l'humanité, comme la marche à pied, qui offre des marges de progression qui sont aujourd'hui énormes. Voilà. Alors, si on parle que des mobilités, et moi je suis compétent pour parler que des mobilités, je suis assez dubitatif sur les grandes évolutions et je pense que les solutions qui seront mises en place demain, c'est plutôt des solutions très simples, avec très peu de technologie. Et j'ai du mal à voir comment on pourrait complètement changer le modèle des mobilités et résoudre nos problèmes avec des solutions technologiques. Voilà. Oui, alors pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, c'est pas tout à fait pareil, mais pas loin quand même. D'abord, la problématique de l'eau, vous l'avez assez peu traitée parce que très naturellement, l'eau, on va la chercher à quelques endroits qui sont très définis. Vous n'allez pas prendre de l'eau chez vous comme ça. Il y a eu des tentatives de mise en place, par exemple, de la récupération d'eau pluviale. Mais ça va être très compliqué pour que cette eau pluviale soit disponible en permanence pour vous assurer l'eau bonne à boire, l'eau de votre besoin quotidien. Sauf à ce que vous deveniez mais vraiment très très peu consommateur d'eau, ce qui veut dire un changement psychologique majeur et vraiment un changement de société. Alors,
Ça, c'est la première chose. Il y a eu donc effectivement l'eau pluviale, la réutiliser, la prendre, etc., la mettre chez vous, pas de problème. N'empêche que chacun d'entre vous, le 15 août, votre cuve, au moins en Gironde, elle est vide, votre cuve d'eau pluviale. Et donc, nous sommes obligés de maintenir, pour votre demande, des gros tuyaux qui vont nécessiter que tous les Bordelais aient de l'eau le 15 août. C'est à peu près ça le sujet. Alors ces gros tuyaux, eh bien effectivement, monsieur parlait de 2 milliards. Sachez que pour la métropole a quasiment 1,5 milliard de patrimoine enterré sur l'assainissement, avec d'énormes bassins de rétention des eaux pluviales. Il y a 30 ans, Bordeaux était régulièrement inondé. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est ce 1,5 milliard qu'a dépensé Bordeaux. Avec aujourd'hui, c'est beaucoup plus effectivement de l'informatisation. Dans nos métiers, par exemple, nos métiers de l'eau et de l'assainissement, c'est vrai qu'on a moins de plombiers, on a plus d'informaticiens. Ça, c'est clair. C'est peut-être parfois d'ailleurs difficile à comprendre, à expliquer que nos coûts informatiques s'envolent et que dans nos négociations avec la métropole, parfois, c'est compliqué à faire comprendre que l'informatique est rentrée vraiment partout, y compris dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Mais changer le modèle paraît très très compliqué pour ce qui est de l'eau potable. La collectivité doit rester l'autorité organisatrice. La ressource va se raréfier. Il faudra réfléchir, par exemple, à des échelons beaucoup plus larges. Vous avez certainement entendu que Bordeaux Métropole cherche des ressources de substitution. Elle a envie d'aller les chercher dans le Médoc. Ça crée une problématique, on va dire, transfrontalière entre les Médocains et les Bordelais. Donc ces sujets-là sont forcément des sujets qui vont rester de la compétence des métropoles. Et je ne crois pas que sur nos sujets, on voit arriver des petites choses pour améliorer. Alors si, on verra en permanence la télé-relève des compteurs qui vous dira que, eh bien, effectivement, aujourd'hui, vous avez consommé 100 litres d'eau et que tout le reste du week-end, vous avez été vachement sérieux, vous avez fait que 50 litres par jour. Bon, vous n'étiez peut-être pas là non plus, mais enfin bon. Ces sujets-là vont aller en s'améliorant. C'est vrai, mais le changement de modèle économique, ça risque de rester encore pendant très longtemps le prix du mètre cube que vous consommez qui va aider la métropole à payer son opérateur. Donc ça, c'est le premier sujet. On a réfléchi pendant un temps à des sujets pour modifier les modèles économiques, à essayer d'amener des propositions autour de la gestion de l'environnement. Aujourd'hui, on n'est pas que des gens qui allons prendre l'eau et qui la prenons dans la terre, ici en Gironde principalement, mais on pourrait la prendre dans les rivières, et puis la remettons, une fois que vous l'avez bu, qu'elle est tombée au fond de vos toilettes ou de votre évier, dans la Garonne, après l'avoir, on va dire, nettoyée, épurée. On a aussi toute cette vocation et cet intérêt primordial à s'intéresser là où on prend l'eau, c'est-à-dire le champ, le machin qu'on doit protéger, et puis la rivière qu'on doit protéger. Puisque peut-être, d'abord, Toulouse prend l'eau dans la Garonne et la rejette plus bas, toujours dans la Garonne. Donc si on venait à prendre de l'eau dans la Garonne, il faut quand même s'interroger sur l'état sanitaire de la Garonne. Donc tous ces sujets-là, aujourd'hui, tous les opérateurs, les collectivités les prennent en compte. Et donc, on a essayé de bâtir pendant un temps des modèles avec une prise en compte du modèle environnemental, et notamment ce qu'on appelle les modèles écosystémiques. Mais je dois bien avouer qu'un peu partout en France, les grands opérateurs ont un peu de mal à convaincre les collectivités de passer à ce type de modèle, parce que justement, cette valeur, elle doit être monétarisée, elle doit être à un moment validé par quelque chose, et ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre, malgré la bonne volonté des collectivités. Donc ce sont des modèles qui sont compliqués, et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ce qui est de l'eau, on reste très certainement sur des sujets de l'eau paye l'eau, un mètre cube vaut tant, et vous devrez payer tant. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Effectivement, sur les déchets, c'est un autre sujet qu'on connaît aussi dans le groupe Suez. Nous sommes passés de plus en plus, et notamment parce que les déchets, c'est un milieu très compliqué. Un produit devient donc rapidement un déchet, et vous avez autant de manières de traiter un déchet que de types de déchets. On ne traite pas le mégot de la même façon qu'on pourrait traiter effectivement vos biodéchets. Donc là,
Il y a certainement effectivement le modèle de l'économie sociale et solidaire qui vient aider à la meilleure gestion de ces déchets qui peuvent redevenir effectivement des ressources indispensables puisqu'on est dans la raréfaction des ressources. Deux mini-réactions par rapport à votre intervention et puis quand même quelques précisions par rapport à vos interpellations parce que je suis en grande partie d'accord avec vos désaccords. Donc ça m'amène à préciser un peu le propos. Juste deux questions sur pour Suez. À la fois, première réaction sur ce que vous dites sur les déchets. Le basculement des déchets à l'économie circulaire, c'est bien comment on fait pour éviter de passer par la case déchets. C'est pas comment on fait du déchet une ressource, c'est comment on évite la case déchets. Et donc on voit bien à quel point ce basculement des déchets vers l'économie circulaire, même s'il est aujourd'hui, c'est encore plus que sur la mobilité, assez largement embryonnaire, percute quand même assez fortement la stratégie le positionnement d'un acteur traditionnel comme Suez. Et l'autre question que j'avais envie de vous poser sur l'eau, c'est de se dire, est-ce plus prospectif de dire, est-ce que, et pour quand même, titiller. En tout cas, essayer de pousser l'hypothèse le plus loin possible, de dire, est-ce que l'eau as a service, ça a du sens, quoi. Et si vous deviez faire sur l'eau un peu le même exercice que ce qu'on a fait là, de dire, on voit bien qu'à chaque fois on a le même basculement. Est-ce que l'eau bascule ou est-ce que l'eau restera l'eau et dans ces cas-là, comment ce secteur prend en charge ce tournant serviciel qu'on évoque et qui infuse tellement nos pratiques et nos modes de vie au quotidien qu'on a du mal à envisager que ce secteur en reste préservé malgré tous les impératifs sanitaires, etc. Monsieur Alpert, 2 petites minutes de réaction, puis après on passe la parole à Jérôme. Juste pour ce qui est de l'eau, peut-être qu'un jour ça deviendra serviciel. Nous-mêmes, on souhaite proposer des services, on en invente, effectivement, on travaille sur le big data, on a un laboratoire ici présent sur le campus qui travaille sur ces sujets-là. Il n'empêche que l'eau est un bien universel qui est géré par la collectivité. Et je vois assez mal sur ce bien particulier, indispensable à chacun d'entre nous. On peut se priver, quoi qu'on dise, de téléphone, on peut se priver d'électricité pendant 24 heures. Si vous arrivez à faire 24 heures sans eau, vous allez commencer à être vraiment brillant. Et vous allez pouvoir rentrer dans la jungle facilement. Mais non, vraiment, c'est un sujet majeur, l'eau. Autant pour l'assainissement, je pense que par exemple, l'assainissement, on risque d'assister soit à des mélanges des assets entre l'assainissement et les déchets. Les grands tuyaux qui transportent les eaux usées pourraient peut-être transporter les déchets. Ce qui est le cas déjà aux États-Unis quand vous compressez vos déchets dans l'évier et puis ça part dans le tuyau. On pourrait très bien faire de la récupération des eaux usées directement à la sortie d'une ZAC ou à la sortie des bâtiments, etc., avec des nouvelles technologies qui sont certainement en train d'arriver. L'eau potable me semble plus compliquée. Nicolas, tu voulais aussi réagir sur les questions de mobilité? Oui, alors... très vite. Je fais très vite, mais après, du coup, je rebondirai quand même sur ce que vous dites sur la mobilité. Mais juste pour préciser notre positionnement, on n'est pas des ayatollahs de l'ubérisation, hein, qu'on se comprenne bien. Notre propos, c'est pas de dire tout va se faire ubériser et c'est tant mieux. À la fois parce qu'on est très conscient que cette ubérisation, elle reste fragile et que le modèle même d'Uber, il est à la fois, il reste marginal dans les déplacements et il est particulièrement fragile dans son financement même. Nous, notre position, elle est plutôt quand même de se dire que on assiste quand même à une multiplication d'opérateurs qui viennent se positionner sur les questions de services urbains, qui le font avec plus ou moins d'impact et dont les bricolages fonctionnent plus ou moins bien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas partir dans la bulle spéculative. Mais quand même, ces opérateurs, ils sont là et ils percutent
en partie l'action publique, et notamment vous disiez, moi pour le coup je trouve que même si ça peut avoir des travers, notamment en termes de à quel public ça s'adresse, on pourra y revenir, mais une de leurs vertus, c'est bien de rappeler qu'on ne peut pas réduire la mobilité au transport urbain lourd de type tramway, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez sur la marche. Évidemment que la marche est un acteur et un mode de déplacement extrêmement important, surtout dans les métropoles. La question, c'est qui sont les opérateurs de la marche. Et moi, j'ai l'impression que Google Maps, par exemple, pour ne prendre que lui, ou Citymapper, et Google Maps et Citymapper étant sans doute des acteurs de la mobilité bien plus puissants qu'Uber et que Blablacar, là-dessus je vous suis complètement, et que Google Maps et Citymapper structurent notre pratique de mobilité, et pas toujours dans le sens de la structuration qu'aimerait voir advenir l'acteur public. Et donc ça pose quand même une vraie question à l'acteur public. Jérôme, on a parlé de deux secteurs là, sur lesquels il semblerait qu'on ne soit pas forcément exposé à des modifications majeures, liées notamment à ces nouveaux opérateurs d'agrégation que sont les GAFA. Toi, dans le domaine de l'aménagement et de l'immobilier, il me semble que tu t'es frotté à ce genre de nouveaux opérateurs qui jouent sur la donnée. Je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler, mais bon. Je ne savais pas encore de quoi j'allais parler, mais déjà, moi, je suis admiratif face effectivement à mes collègues, donc qui expliquent que d'abord l'infrastructure est présente et sera présente encore pour très longtemps. Effectivement, sur le logement, ce qu'on observe, c'est des réflexions autour de l'usage. Et la transformation, moi je rejoins le petit modèle là que vous avez montré, où on voit passer en fait, alors pas forcément le pouvoir, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais en tout cas la capacité à agir au niveau de l'usager. Je vais reprendre l'exemple effectivement de Abix, avec laquelle, parce que c'est une start-up avec laquelle on travaille, qui a intelligemment en fait déplacer le financement du logement vers l'usager et finalement déplace non pas la matière mais le risque vers les usagers qui vont ensuite, vers ceux qui veulent acheter un logement, qui vont signer donc une convention avec Abix et finalement se présenter devant un banquier qui constatera qu'il a un certain nombre d'usagers, ou en tout cas de clients, qui assume le risque de construire et finalement sera en capacité d'enclencher les financements pour construire l'opération. Le fait d'inverser en fait le système de valeur change en fait la production. Après, je mettrai un bémol sur la production. Je mettrai un bémol sur la production sur deux points. Le premier point, c'est l'échelle. Quand vous parlez d'aménagement, en termes d'opérations, les opérations sur lesquelles je travaille, mais d'autres ici, bien évidemment, travaillent sur des opérations du même type, elles vont de 40 logements à 3000. Donc il est évident qu'en termes d'échelle opérationnelle, on n'a pas en fait les mêmes résonances par rapport au modèle. Donc je pense, pour le coup, qu'on aura plusieurs modèles à travailler, et c'est d'ailleurs un peu le cas, à travailler en même temps. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire, c'était sur les limites du modèle. Alors pas forcément du modèle Abix, mais aussi une limite un peu technique. Alors je l'utilise rarement, mais c'est vous qui m'avez fait penser. C'est assez frappant de voir en fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on a des nouveaux usages en fait sur le logement, mais comment on construit un logement collectif? On se base d'abord sur la trame des parkings. C'est la trame des parkings qui constitue l'ossature du logement. Et après, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Mais si vous voulez, il y a quelque chose en fait de formidable. On habite dans des parkings qu'on a plus ou moins décorés et aménagés, qu'on a achetés ou qu'on loue. Mais ce qui part en fait du sous-sol pour garer nos voitures va construire en fait la superstructure. Donc le choix en fait, dans je vais définir comment j'habite par rapport à mes usages proposés par Abix, c'est une somme de possibles à l'intérieur d'une structure qui elle évolue peu, pour le coup pour des raisons techniques et économiques. Merci. Tu voulais réagir à ce point précisément? Oui, juste un
petite remarque par rapport à la remarque que vous avez faite sur ce que je venais de dire. La dernière phrase là m'a un peu étonné quand vous dites. Donc on est d'accord ensemble. Google Maps, c'est un acteur de la mobilité beaucoup plus important que Blablacar. Il n'y a qu'à demander aux gens la dernière fois qu'ils ont utilisé Google Maps et la dernière fois qu'ils ont utilisé Blablacar, ou plutôt combien de fois ils ont utilisé Google Maps sur le dernier mois et combien de fois Blablacar. L'avantage sera très net à Google Maps. Vous dites, ils orientent les comportements des gens vers des choses qui sont pas toujours bonnes. Je me demande vraiment si c'est pas un fantasme, ça. Voilà. Nous, on entend beaucoup de gens qui disent, des élus qui disent, ah bah depuis qu'il y a Waze, on voit les voitures passer dans des petits lotissements, ils passent devant des écoles et tout. Je me demande à quel point ça c'est vrai. J'ai pas d'études, j'ai pas de données, et je me demande à quel point c'est pas un fantasme qui est justement développé par les gens qui veulent contrecarrer Waze, parce que Waze, ils viennent sur le marché d'opérateurs de la mobilité qui préparent qui avaient leurs propres outils informatiques et qui, face à Google, ne pèsent plus rien et qui sont vraiment en grosse difficulté. Ça me semble être un fantasme, et en plus, on a des solutions très simples quand on a l'infrastructure pour les régler. Je ne sais pas s'il y en a qui ont utilisé la rue d'Andicol récemment. On a créé la première vélorue de Bordeaux Métropole. Bon, c'est un peu pompeux de l'appeler vélorue, mais en gros, on avait une voie qui allait des boulevards à peu près à l'hôpital Saint-André. C'était un shunt. Les gens roulaient très vite dans une petite rue. Ils dépassaient largement les 50. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la rue en 3. Et la partie du milieu, on a vu en sens contraire des 2 autres. Voilà. Les voitures ne passent plus dans cette rue et Waze ne les envoie plus, puisque de toute façon, ils ne peuvent plus passer, c'est en sens interdit. Voilà. Donc, on peut très facilement, quand on a l'infrastructure, contrecarrer ces éventuels effets négatifs. Moi, je suis beaucoup plus inquiet sur Google Maps par le fait qu'ils ont tracé tous vos déplacements, même sans vous le demander, et qu'ils vont vendre vos données à tout le monde. Mais ils ne changent pas. Vous encouragez du coup à passer par tel endroit parce que c'est devant telle enseigne. Ouais, mais ça, personne ne le fait. Enfin, je veux dire, enfin, là, personne ne le fait. Enfin, tout le monde suit l'itinéraire que nous conseille Google. Oui, mais un Google Maps qui vous rajouterait 500 mètres à pied ou 3 minutes en voiture pour vous passer devant la pizzeria, il serait vite concurrencé par un service différent et les gens arrêteraient de l'utiliser. Je pense que c'est vraiment des fantasmes. Encore une fois, le but, c'est pas d'opposer les nouveaux entrants ou les acteurs du numérique et les collectivités, ni de nier toutes les ressources dont continuent à disposer les collectivités. Je vous prends juste deux rapides exemples. Sur Google Maps, en ce moment, je travaille sur les villes moyennes et les cœurs de ville. Et notamment, on voit que sur Google Maps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, il y a des zones qui sont orangées, qui sont censées traduire les zones d'intensité commerciale, d'intensité urbaine. Bon, le dessin de ces zones, en fait, il est hyper important pour la stratégie cœur de ville mise en place par la collectivité. Et donc nous, ce qu'on dit juste, c'est soyons attentifs à ces usages et essayons de voir comment ces nouveaux usages, accompagnés par ces opérateurs, on arrive à, nous aussi, acteurs publics, les accompagner et s'appuyer dessus. Donc on peut très bien être aussi sur une logique de coopération et pas uniquement sur une logique d'affrontement. Je prends un deuxième exemple sur les mobilités qui est Citymapper. Citymapper, moi j'ai quand même l'impression que ça a un rôle important dans l'orientation du choix du mode. En fait, c'est quand même, ça met en concurrence tous les modes entre la marche, Uber, les transports en commun ou la voiture. Ça choisit pour nous les indicateurs qui sont importants, le temps, l'argent. Évidemment, ce n'est pas eux qui les inventent, c'est des indicateurs qui sont réellement importants pour nous, mais on pourrait très bien aussi mettre l'émission carbone, la pollution sonore, etc. Et donc là aussi, nous, notre message, c'est plutôt de dire, sans doute que faire une offre, construire une offre de mobilité dans une métropole comme Bordeaux, c'est sans doute plus uniquement discuter avec son opérateur de mobilité, qui est Olys, Transdev, que sais-je, mais aussi voir comment on engage la discussion avec des acteurs comme Citymapper, comme Waze, comme d'autres, pour voir comment ils peuvent prendre place dans une stratégie de mobilité qui n'obéit pas qu'à un impératif de déplacement, mais qui rejoint d'autres objectifs.
Non, mais moi, je vais prendre juste, non pas pour répondre à ta place, mais pour aller un peu dans le sens de l'interrogation là, que vous posez, parce que enfin, on peut pas non plus faire une table ronde bisounours. Donc, concrètement, sur la question de l'habitat aujourd'hui, on est systématiquement interpellé en même temps sur les questions de mobilité. Et donc aujourd'hui, enfin, ce que vous appelez vous de vos voeux, de dire à un moment donné, un logement finalement, c'est plus qu'un logement. Alors nous, on parlait de logement augmenté, mais tout le monde sait aujourd'hui, lorsqu'on a le choix pour retenir son logement, la première chose que nous met sous le nez donc le vendeur de logement, c'est la carte scolaire, c'est les commerces, c'est les services, c'est éventuellement la question du travail. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est pas loin? Est-ce que c'est accessible? Pas accessible? C'est effectivement après la capacité à payer moins de charges aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et donc ce qu'on voit en fait, enfin la question en tout cas qui nous est posée, et aujourd'hui le public dans son sens le plus général, que ce soit collectivité, opérateur, on n'est pas en capacité de répondre à cette question. En tout cas, on y répond mal. Or, on est systématiquement interrogé là-dessus. On nous dit des logements, d'accord, mais bien évidemment, traiter en même temps l'ensemble en fait des questions. Donc, bien sûr que sur les infrastructures, on est encore fort, en fait, on est sur nos deux pieds puisqu'on dispose de l'infrastructure. Mais la notion de service, il me semble en fait, plus on s'approche du centre, plus elle est forte. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de géographie, parce que travaillant aussi sur la périphérie première et deuxième couronne, on a des questions qui sont un petit peu différentes. Et puis aussi, on a pour le coup, on a la boîte à outils qui est peut-être un petit peu moins complète. En tout cas, on a du mal à répondre collectivement. Et je me mets vraiment dans le lot, que ce soit logement, mobilité ou infra, énergie, déchets. On est vraiment en difficulté pour amener un service qui réponde effectivement aux attentes de la périphérie et du centre. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, périphérie et centre, enfin de la métropole en fait. Voilà. Ce qui me frappe dans le débat là, c'est qu'on retrouve un peu les mêmes fractures qu'on avait au tout début du débat sur la Smart City. À l'époque, on parlait de ça, parce que IBM avait mis ce terme sur le marché du débat. Moi, je me souviens très bien de gens de chez vous, nous disant, mais nous, les vieux opérateurs de services, les historiques des services urbains, on n'a pas attendu IBM ou Google pour être smart. On est déjà smart. On est tellement smart à Bordeaux qu'on a un Gertrude et Ramsès. Alors Nicolas, je t'expliquerai ce que c'est que Gertrude et Ramsès un jour, mais voilà. Et on a l'impression que se rejoue ce même jeu-là. C'est-à-dire que espèce de bataille entre les détenteurs historiques de l'infrastructure et les détenteurs historiques de cette capacité à être autoritaire et organisatrice du fait quand même d'un rôle dans l'infrastructure. Et puis d'autres acteurs. Je crois que le discours de Nicolas, c'est pas de dire que ces nouveaux opérateurs vont bouleverser les marchés, mais on est quand même obligé de prendre en compte leur capacité à agréger des choses, des données notamment sur les pratiques d'habitat et les pratiques de mobilité. Et à prendre en compte ce qui révèle aussi de l'évolution de la demande, de l'évolution des usages. Moi, je suis toujours très sceptique. Je dirais, moi, mon boulot, c'est d'essayer de proposer aux élus des solutions pour que les déplacements soient les plus fiables, rapides, efficaces possibles dans cette ville. Si je me disais, ah bah oui, il faut que je bosse avec Citymapper, par exemple, je pense que je passerais à côté, en fait, totalement à côté du problème fondamental. Le problème fondamental, c'est de trouver le modèle où différents modes sont utilisés au mieux pour assurer cet objectif de fluidité. Et aujourd'hui, moi, ma question, c'est comment faire pour qu'on passe d'une ville, en fait, qui est quasiment uniquement tournée vers la voiture. Il faut regarder, prenez une vue aérienne de Google Maps, regardez le pourcentage de l'espace public qui est dévolu aux différents modes et vous verrez l'écrasante supériorité de la voiture sur les autres modes. Alors que la voiture est le mode qui, pour transporter une personne, consomme le plus d'espace public. Donc c'est totalement illogique. Donc notre boulot, nous, d'abord, c'est d'essayer de changer le rapport entre les modes et donc de changer l'occupation, les rapports de force dans l'occupation de l'espace public. D'où, par exemple, l'expérimentation, qui est maintenant devenue définitive, du pont de Pierre. On dit, bah voilà, il y a 15 000 voitures sur ce pont tous les jours, on va complètement les empêcher de passer. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on a une croissance extrêmement forte de l'usage du vélo, de la marche à pied qu'on n'avait même pas prévu, on n'y avait même pas pensé.
et des transports en commun. Voilà. Presque x2 pour la marche à pied, 10 à 15% en plus dans les transports en commun. Évidemment, comme le tram est complètement bondé, on ne peut pas faire beaucoup mieux à cet endroit-là. Et 40% de cyclistes en plus sur le pont de Pierre en moins de 2 ans. Voilà. Et du coup, quand on raisonne comme ça, on voit bien que ça relativise totalement le rôle de l'application. Bon. Me semble-t-il. Je vois que vous êtes très dubitatif. Non, je suis pas dubitatif. Je suis dubitatif sur le fait qu'on soit en désaccord profondément, en fait. Ne vous inquiétez pas. Parce que, enfin, mais et puis par ça, je trouve la contradiction intéressante. Mais justement, ce qu'on dit, c'est comment sur cet enjeu-là, qui est quand même un enjeu que vous poursuivez depuis longtemps et qui progresse, mais qui est encore quand même loin du compte. On peut s'accorder sur ce constat-là. Le fait qu'il faut sortir du tout voiture, ça fait quand même un bout de temps qu'on le dit, et on n'y est pas encore complètement arrivé. Donc à un moment, il faut aussi qu'on se pose la question de comment, là-dessus, on arrive à trouver des nouveaux alliés et comment on arrive à s'appuyer justement sur cette inversion, en se disant, en fait, cette inversion, potentiellement, elle vous est bénéfique en disant, en fait, certes, il y a l'action sur l'infra que vous évoquez très bien et qui reste déterminante. C'est aussi cet objectif de report modal, d'évolution des déplacements, comment on le fait jouer au plus près de l'usager. Et je crois que nous, notre discours, c'est de se dire, l'enjeu de l'action publique, c'est de faire de ces nouveaux opérateurs qui se positionnent là, des alliés plutôt que des ennemis sur cet objectif politique d'évolution du partage modal, d'évolution du partage de l'espace public, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas qu'on soit en désaccord. On essaye juste, nous, de voir comment ce qu'on raconte comment dire, amplifie les possibles et vous oblige aussi un peu à faire évoluer votre métier par rapport à un métier d'ingénieur ciblé sur les infras à un métier qui est difficile à qualifier, mais qui agit plutôt dans l'interface avec les usagers. Oui, parce que si je peux me permettre, enfin, la magie avec ces applications, c'est qu'elles font surgir les pratiques et les usagers. Bon, dans un monde des services urbains dominés par des ingénieurs qui avaient, excusez-moi, pas forcément une culture sensible à la question des usages, mais plutôt une culture centrée sur l'infra, ça bouscule un peu les choses, me semble-t-il. Mais Jérôme, tu voulais intervenir. Je voulais juste, en fait, ce que vous venez de décrire, c'est très concrètement la décision des élus de Bordeaux Métropole en 2010, lorsqu'ils lancent le programme 50 000 logements autour des axes de transport collectif. C'est de faire le constat qu'à un moment donné, il y a énormément d'investissements publics qui sont faits sur le territoire. Donc, ce sont des engagements lourds. Et derrière, il y a une forme d'efficience publique à retirer en densifiant le long des corridors de transport pour justement réduire, alors non pas la place de la voiture, puisqu'à un moment donné, réduire la place de la voiture sur les infras, mais trouver un endroit aussi quand même pour les stocker, puisque la voiture n'a pas encore complètement disparu. Et si vous voulez, ça, pour le coup, vous parliez tout à l'heure d'appel à la manifestation d'intérêt. Donc, juste le dire que ça te fait avant réinventer Paris. On a d'abord réinventé Bordeaux. Et puis ensuite, on s'y tient si on réinventait le petit Paris. Et donc, dans l'agglomération bordelaise, cette question-là a été posée. Aujourd'hui, 8 ans après, on a un peu de recul et on observe que c'est compliqué. C'est compliqué, notamment parce que vous décrivez, c'est-à-dire la strate en fait, d'opérateurs ou d'autorités organisatrices et le gap culturel, en fait. Hein, ce sont souvent des problèmes de culture professionnelle qu'on a du mal à combler pour, à un moment donné, arriver à produire du service. Donc, on n'en est pas encore là. Mais il n'empêche que les intentions sont bonnes. Après, moi, quand Nicolas Fontaine parle du pont de Pierre, je crois que vous avez développé aussi cette idée d'effacement dans vos modèles. Vous ne l'avez pas évoqué encore. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant.
le Grenelle des mobilités qui avait été fait ici sur cette agglomération expliquait qu'à un moment donné, pour résoudre les problèmes du tram B, donc que les étudiants, la majorité des étudiants connaissent bien, ce tram B. Et d'abord, il suffisait de dire au monde universitaire que la semaine démarrait bien du lundi et se terminait le vendredi, et que effectivement, on pouvait. J'ai travaillé un peu à l'université. Voilà, c'est pas ni le jeudi soir ni le mardi, hein, et qu'effectivement, les cours pouvaient démarrer 20 minutes avant le rush, puis se décaler et démarrer 20 minutes après le rush, et que au bout d'un moment, la collectivité de toute façon ne saura plus rallonger les quais, ne saura plus mettre de petits trains sur les rails. Et donc une des solutions, c'est effectivement ce que vous appeliez l'effacement. En électricité, on le connaît. Un jour, on le connaîtra peut-être en eau aussi. Il faudra bien vous disiez, la ressource est rare, donc il faudra bien aussi gérer cette ressource, etc., etc. Mais Peut-être voilà. pour expliquer pour l'effacement, pour ceux qui Explique l'effacement et après on passe la parole à la salle. le maîtrisent pas, ouais. C'est le fait d'être payé pour ne pas consommer, pour justement lisser les pics de consommation. Donc évidemment, ça vient de l'électricité parce qu'on n'arrive pas à la stocker. Et donc pour lisser les pics qui se traduisent par des coûts de production particulièrement élevés, juste pour faire le morceau du pic qui dépasse, on va payer, et notamment on va payer les gros consommateurs pour les encourager à décaler leur consommation. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que cette logique d'effacement qui était pour l'instant ciblée sur des grands industriels qui consommaient beaucoup d'énergie est en train d'être reprise par la multitude en disant peut-être que plein de petits consommateurs, ça pèsera à la fin plus qu'un gros consommateur. Et donc il y a des opérateurs comme Voltalis, par exemple, qui se posent comme des plateformes d'effacement auprès d'individus usagers consommateurs. Jérôme, une dernière parce que vraiment je suis bavard. Je voulais juste te dire aussi, donc j'ai parlé de ce qui marchait pas, mais on peut aussi parler de ce qui marche. Donc on voit des opérateurs, tout à l'heure vous parliez d'opérateurs qui vont chasser un peu en dehors de leur domaine de compétences. Donc on voit des promoteurs promoteurs privés, promoteurs sociaux, qui à un moment donné proposent aussi dans les programmes des solutions de mobilité, c'est-à-dire vont chercher des abonnements en fait de transport collectif pour à un moment donné habituer ces nouveaux habitants à utiliser les transports collectifs, vendre éventuellement la deuxième voiture, surtout si elle consomme trop et mal, et effectivement donc à un moment donné gérer aussi ses propres déplacements. Voilà. Mais l'objectif final, c'est quand même d'arriver, enfin un des objectifs en tout cas, c'est quand même d'arriver. On imagine des projets de ce type connectés à des parkings relais, connectés à de la voiture partagée électrique, des vélos, etc., etc., et qui finalement effacerait en fait les besoins de stockage de voitures. Moi, j'ai rien contre les parkings, c'est juste que quand on achète une place de parking, c'est ce qu'on met en moins dans son logement. Et moi, mon boulot, le boulot Nicolas, c'est de faire tourner les trains et les bus et les voitures. Et le mien, c'est à un moment donné de sortir des logements qui soient accessibles, abordables pour la majorité des ménages de la Globe. Alors vraiment une dernière remarque avant d'ouvrir le débat. Juste, il y a le sujet de l'hybridation que vous avez évoqué. Pour nous, Suez, c'est un sujet non négligeable et majeur. L'hybridation, c'est d'utiliser votre métier de base pour aller faire certainement d'autres métiers. Prenons par exemple les eaux usées. Eh bien, les eaux usées, elles sont plus chaudes que l'eau qui tombe de votre robinet. Donc, pour différentes raisons que vous imaginez très bien. Et donc, cette eau, on l'utilise aujourd'hui. Par exemple, l'immeuble de l'Orgatet à Bordeaux Métropole est chauffé par ce qu'on appelle un procédé qui récupère les calories dans le réseau d'assainissement et qui va aller chauffer donc cet immeuble, ou refroidir parce qu'on peut prendre les calories à l'envers. Enfin bon, peu importe. Ces métiers d'hybridation deviennent importants pour tous les opérateurs. Là, il y a des vrais gains, à mon avis, pour payer les infrastructures de demain qui sont à étudier et à mettre un peu plus en valeur. Il y a des progrès encore vraiment à faire sur l'hybridation de différents services entre eux pour effectivement améliorer tout ça. Et je pense à un notamment, moi je pense que par exemple, depuis très longtemps, mais un jour on va peut-être y arriver, la collecte des déchets dans le premier et dans le dernier tram serait un moyen de supprimer quelques camions de collecte. Voilà, ça c'est des sujets d'hybridation que demain on pourra pas en faire l'économie d'y réfléchir. Ensemble. Voilà.
Merci. Alors, les questions, vous voyez, sont peut-être à la fois très techniques et prospectives, donc ça fait peut-être un peu peur de rentrer dans ce débat-là, mais on souhaitait quand même ouvrir le débat à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Est-ce qu'il y a un mythe On en a plein, oui. Moi, j'ai une question assez simple. C'est sur les investissements pour avoir une ville où tout le monde est bien, où il y a des arbres, où on peut respirer, on n'est pas malade, et il n'y a pas de congestion, etc. Où est-ce qu'il faut investir et dans quel type d'infrastructure? Parce que tout a l'air horriblement cher, mais il faut quand même choisir un moment où est-ce qu'on met l'argent. Donc voilà. Donc on revient à la question du financement. Nicolas, est-ce que tu veux répondre? On en prend plusieurs peut-être. Alors s'il y en a, oui. C'est une technique. C'est une technique pour pas répondre à la Ah question. non, vous inquiétez pas. C'est plutôt un mécanisme de régulation pour éviter de monopoliser la parole. Bonsoir. Je vous avoue que moi aussi, je suis assez sceptique et je suis même plutôt inquiet parce que sur une conférence sur les smart cities, je trouverais ça très bien. Sur une conférence sur la ville de demain, je trouve ça plutôt inquiet parce que quand on parle service, on parle pas du tout de la même chose en fait. Parce que d'un côté, on parle service public, c'est-à-dire un service universel qui va s'occuper de chacun, et de l'autre côté, on va parler de service de nouvelles technologies qui va s'adresser à une cible qui est très précise et qui va pas du tout être la même cible. Et donc en fait, avant de parler de tout ça, on n'a pas défini l'objectif. L'objectif qui est quelle ville pour demain. Voilà. Et je ne pense pas que l'objectif du service public et des privés soit les mêmes. C'est pour ça que opposer des ingénieurs qui s'occuperaient des infras et des nouvelles technologies qui s'occuperaient de l'usager, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que la ville de demain, elle ne doit pas s'adresser, elle doit pas se préoccuper que de l'expérience usagée. Ça, c'est très bien pour les groupes privés, pour des applications privées. Pour ce qui est du service public et donc de la ville de demain, je ne vois pas très bien l'intérêt. Et puis surtout, ça crée des inégalités. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Airbnb ne remplacera jamais du logement social. On sait très bien que Blablacar et Waze ne va jamais remplacer un TER. Donc aujourd'hui, c'est créateur d'inégalités, notamment d'inégalités territoriales, parce que là, on parle de la ville de demain, mais sur la l'action entre les métropoles et le rural, on voit très bien que voilà, il y a de grosses inégalités territoriales qui vont se créer, et les nouvelles technologies sont plutôt créatrices de ça. Et donc, les pouvoirs publics aujourd'hui ne travaillent pas vraiment avec les nouvelles technologies. Ils essayent plutôt de contrebalancer les effets néfastes de ces nouvelles technologies. Il y a des grandes métropoles qui aujourd'hui, européennes ou mondiales, qui ont choisi de bannir Airbnb de leur ville parce que ça a remplacé une population qui était populaire et qui a poussé vers les extérieurs pour remplacer par des populations touristiques. Il y a des villes qui ont choisi de bannir Uber aux États-Unis pour le remplacer par un service public équivalent avec la même technologie, mais avec un service public pour essayer de contrebalancer justement. Donc, ma question est celle-ci: comment aujourd'hui arriver à faire une convergence entre le public qui a de l'argent, qui a de l'investissement, mais qui n'a pas forcément les mêmes capacités en termes de modèle financier, d'avoir les mêmes facilités qu'une application qui serait forcément viable. Voilà, c'est pas possible. Le public ne pas être viable, c'est pas possible. Donc, comment on arrive à faire cette convergence-là entre les deux, voilà, c'est ça qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, qui n'a pas, à mon avis, été encore beaucoup traité. Donc on a déjà deux questions relativement consistantes. Ah, moi, ça me démange, mais... Bah alors, vas-y, gratte-toi. Vas-y. Alors, il vaut mieux les prendre dans l'ordre ou dans l'ordre inversé? Qu'est-ce que vous préférez? Dans l'ordre, sur où investir, moi, à chaud, ma réponse, ça serait de dire investissons dans l'exploitation. Au final, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur, en fait, un tramway, à un moment, il faut l'emmener chez le garagiste et ça coûte très cher. Et on voit bien que, et là, ça pose un problème du rapport technique-politique, c'est que politiquement, ce qui est rentable, c'est l'investissement initial, et alors que l'exploitation, politiquement, c'est ça, en termes de... Exactement. Les promesses qui résonnent, qui suscitent l'adhésion. Et l'enjeu qui est nôtre, enfin, là pour le coup je pense qu'on va être 100% d'accord, c'est de voir comment on fait de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance, d'une certaine manière, un enjeu politique crucial, en montrant que c'est aussi la promesse d'une offre nouvelle. Et qu'en fait, c'est par l'optimisation de l'infrastructure et de son exploitation qu'on arrivera à atteindre les objectifs que vous donnez d'une meilleure ville pour
demain. En tout cas, nous, c'est plutôt notre hypothèse. Mais pour le coup, j'ai l'impression que, vraiment, c'est pas nous qui l'apportons. Elle commence quand même à faire consensus. Et ce qui s'est passé à Gênes cet été, et ce qui se passe aux États-Unis avec l'État complètement délabré de leur infrastructure, amène quand même fortement cette prise de conscience. Et vraiment, la question, c'est comment on redonne ces lettres de noblesse à l'exploitation. Et c'est là, on revient au travers du discours gestionnaire habituel qui sacralise l'investissement, qui serait forcément génial, et qui diabolise les dépenses de fonctionnement qui seraient forcément mal gérées, catastrophiques, etc. Bah non, peut-être qu'en fait, le meilleur investissement qu'on a à faire, c'est du fonctionnement. Et la deuxième, et du coup, peut-être que les autres s'expriment. Parce que je trouve que la question est excellente, et la réponse que vous avez faite est aussi excellente. Mais pour moi, c'est qu'une partie de la réponse. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous aurez en 2050, madame ou mademoiselle qui a posé la question, si c'est pas dit. En 2018, j'ai 26 ans, donc c'est dans 30 ans. Donc vous serez quand même pas mal âgé et vous n'êtes pas pressé d'être en 2050. Moi, j'aurai 73 ans en 2050 et je suis pas du tout pressé d'être en 2050. Et c'est une boutade juste pour dire que aujourd'hui, je pense que l'enjeu, et c'est pour ça que votre question elle me paraît hyper pertinente, c'est ce qu'on va faire dans les 10 ans. Parce que la vraie échéance, c'est pas 2050, c'est 2030. La vraie échéance aujourd'hui, c'est de savoir combien de degrés on va avoir en plus, ou de combien de degrés on va réussir à limiter le changement climatique. Et si on se place à 2050, je pense qu'on est assez mal parti, avec après tous les changements complètement... on n'est pas sur des modèles linéaires. Il y en a peut-être qui font de la biologie ici. La biologie, le vivant, la chimie, c'est pas du tout linéaire. Et vous pouvez avoir des changements complètement et être dans après des choses qui sont totalement exponentielles. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans les 10 ans. Et donc, vous avez vraiment raison de poser la question, parce que c'est maintenant, dans les 10 ans, qu'il faut qu'on fasse des changements. Il faut qu'on dépense bien notre argent. Alors, première manière de bien dépenser notre argent, vous l'avez dit, c'est dans le fonctionnement. Par exemple, la piste que vous avez évoquée, c'est une première piste. C'est une petite piste, mais c'est une première piste. Moi, ce que je crois aussi, pour compléter la réponse, c'est que la première des choses à faire, c'est de dépenser dans son argent dans ce qui coûte pas grand-chose et qui rapporte énormément. Voilà. Et ça peut être aussi de l'investissement, mais ça peut être du fonctionnement. Voilà. Il faut dépenser son argent dans ce qui rapporte peu et qui rapporte beaucoup par rapport à des très, très petites dépenses. Voilà. Par exemple, je donne juste un exemple. Évidemment, le pont de Pierre, c'est un exemple. Je vais en donner un deuxième. On a supprimé un carrefour à feu à Pessac. Maintenant, on avait une maladie à la métropole, c'est de construire des carrefours à feu. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup mieux de les supprimer et de se passer de technologie. Voilà. Et on a calculé la valeur actualisée nette de cet investissement qui nous a coûté 10 000 euros. Et c'était 800 000 euros en termes sociaux, 800 000 euros qu'avait rapporté cet investissement. On a dépensé 10 000, on a rapporté à la société, en comptant toutes les valeurs du temps, etc., 800 000 euros. Voilà. Ça nous a coûté que 10 000 euros, c'est assez phénoménal. Vous ne retrouverez jamais ça dans un investissement d'autoroute ou de TGV. Ce n'est pas du tout ces rapports-là. Alors évidemment, on ne peut pas faire que des petits investissements. Mais il faut vraiment penser à faire le maximum de petites choses qui rapportent très gros. Est-ce qu'on peut trouver une liste de trucs comme ça? Parce que quand on a des élus et qu'on doit voter, forcément, c'est difficile d'être orienté aussi sur les promesses. Non, c'est leur bilan de mandature. Ils font généralement paraître chaque fois en milieu de mandat. Non, pas sur les promesses, mais pas sur bien les réalisations. Bien les réalisations. La métropole sera un bilan de mandature tous les 2 ans, sauf erreur de ma part, et qui est plutôt bien détaillé. Et après, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez vous prendre toutes les délibérations. Sur la question de l'universalité de l'accès, si je résume votre question. Alors, c'est pour ça que je disais que ça me donne envie d'y répondre, parce qu'en fait, j'aurais été ici à votre place au début de l'étude, j'aurais posé exactement la même question. Et donc vraiment, en tout cas, moi, mon point de départ, c'était pas forcément le cas des 2 autres, mais dans l'étude qu'on a produite avec Isabelle Barraud-Safati et Clément Fourchy, c'était bien ce questionnement-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, sans avoir l'impression d'avoir
perdu le fond de votre questionnement. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai le sentiment, et je l'ai encore plus en lisant la presse chaque jour, que cette frontière entre le service public et le service privé, il est en train de se brouiller du côté de la demande, du côté de nos usages à nous en tant que consommateurs, et qu'on a tendance un peu à mettre en concurrence et du coup mettre sur le même plan des offres qui sont portées par des opérateurs privés et d'autres qui sont portées par des opérateurs publics avec le service public. Je vous prends un exemple pour montrer aussi que ce n'est pas uniquement le cas des classes plutôt supérieures, c'est les équipements sportifs. Bon, bah, vous allez dans des quartiers populaires, vous regardez les usages des équipements sportifs, et ben en fait, il n'y a personne au gymnase et il y a tout le monde à la salle de sport, à la salle de boxe, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment... enfin, tout le monde, évidemment. C'est caricatural, mais en tout cas, moi, j'ai pas mal travaillé avec Pleine Commune, qui est l'interco un peu populaire du Grand Paris, et c'était le message qui faisait remonter en étant perplexe par rapport à ça, en se disant, bah, nous, on fait quoi? Et moi, du coup, prenant conscience de ce brouillage, ce que je me dis, c'est que bah, peut-être qu'à un moment, comment dire, il y a deux stratégies qui ne sont pas forcément incompatibles face à ce brouillage. Première stratégie, c'est de réaffirmer la frontière en disant, bah, excusez-nous, mais un service public, c'est pas tout à fait la même chose qu'une offre privée, et que ça obéit à tout un tas de critères et de procédures dans les prises de décision qui ne sont pas complètement les mêmes, et donc comment on fait pour marquer cette différence. Et là, ça vient à nous questionner sur du coup les services publics. Le fonctionnement des services publics, ça nous donne une autre grille de lecture pour interpeller le fonctionnement des services publics. Par exemple, à Paris, vous prenez Autolib, bah, est-ce que c'était légitime que ça soit un service porté par le public? Quand on regarde le profil des gens, quand on regarde les usages auxquels ça correspondait, bon, bah, moi, j'en suis pas complètement convaincu quand on le regarde avec cette grille-là. Et de l'autre, ça interroge la capacité du service public à trouver sa demande. Je reprends l'exemple des gymnases qui fonctionnaient historiquement avec les fédérations sportives. On voit bien que cette pratique-là, elle est un peu en perte de vitesse. Comment le service public va apporter des réponses à ces nouveaux usages en étant justement plus attentif à ce côté-là de la chaîne de valeur qu'à l'infrastructure d'équipement public qu'elle produit et qu'elle exploite au quotidien. Et il y a une deuxième réponse, et alors je ne sais pas dans quelle mesure elles sont incompatibles, mais qui me paraît en tout cas aussi importante à mener, c'est de dire, bah, en fait, peut-être qu'il faut en faire moins sur les services publics et en faire plus sur les obligations de service. Et nous, un peu le message qu'on souhaite porter à travers cette étude, c'est de se dire, bah, finalement, les trois principes du service public, égalité, continuité, mutabilité, bah, peut-être qu'ils ne sont pas si obsolètes que ça. Et peut-être que dans le dialogue qu'on pourrait avoir avec des acteurs comme Google, des acteurs qui peuvent être justement ces salles de sport, enfin tous les nouveaux opérateurs qui, encore une fois, ne sont pas des opérateurs forcément high-tech, forcément liés au numérique. Prenez l'économie circulaire, les opérateurs qui se positionnent là-dessus, c'est plutôt des opérateurs de l'ESS qui font des ressourceries. On est assez loin des GAFA quand même. Et pour autant, ils viennent participer à ce brouillage. Et du coup, la stratégie, ça serait de se dire, bah, ce brouillage, d'une certaine mesure, on l'assume, mais on en tire parti. Et nous, acteurs publics, notre rôle, c'est de continuer à non pas gouverner ou diriger ces services qui fonctionnent en dehors de la commande publique. Et donc, à partir du moment où on n'a plus de relations contractuelles, on n'a plus de relations financières, on ne peut plus venir en disant, bah, désolé, mais c'est nous qui payons, donc maintenant vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est comment on arrive à manager ou à gouverner ou à organiser ces différents opérateurs et les liens qu'il peut y avoir entre eux pour tendre vers un meilleur respect ou une meilleure prise en compte de ces trois principes du service public qui pourraient devenir les trois principes des services urbains: égalité, continuité, mutabilité. Je voudrais compléter en fait par rapport à votre question qui résonne aussi par rapport effectivement à l'activité qu'on peut avoir en tant qu'aménageur. Donc
Ce qui fait qu'à un moment donné, la frontière entre ingénierie publique, ingénierie privée se brouille. Enfin, c'est pas ce qui fait, d'ailleurs, c'est que cette frontière se brouille. Ça n'est pas gênant à partir du moment en fait, où vous avez une politique forte qui vous permet de garder le cap. Quand la métropole décide d'avoir le long de ses corridors des logements qui, à un moment donné, soient accessibles, donc moins chers que le prix, que la valeur marché. Hein, donc les opérations 50 000, je vais faire vite, un tiers de logements sociaux, un tiers d'accession abordable, et puis un tiers de logements accession privée, marché, valeur marché. On est là en fait sur une répartition de la valeur. Pour pouvoir faire du logement abordable, bien évidemment, les coûts de construction sont les mêmes sur l'ensemble des logements, donc il y a bien répartition des charges sur l'ensemble de l'opération, et donc, on va dire, répartition de la valeur. Quand on décide de faire ça, vous êtes face à des opérateurs privés. C'est facile pour moi, en fait, non pas de le mettre en œuvre. Hein, il y a quelques personnes là de la fabrique, donc non, c'est pas facile tous les jours, mais on sait en fait pourquoi, à un moment donné, on va activer ce levier. C'est pour produire ce fameux logement abordable, accessible pour les familles au sens bien évidemment très large. Donc qu'après, on mobilise dans l'ingénierie privée pour trouver des réponses en termes d'agilité, en termes de financement. À vrai dire, pour moi, ça a assez peu d'importance. Ce qui m'importe, c'est de sortir en fait ces logements pour qu'effectivement, à un moment donné, les gens qui travaillent sur ce territoire puissent aussi en partie se loger sur ce territoire. Mais je peux dire ça parce qu'il y a une politique qui est claire, qui est assumée, et la métropole, la collectivité dit « je mets de la valeur sur ce projet-là, j'accepte en fait de vendre un peu moins cher mon foncier, j'accepte à un moment donné de vendre un peu plus cher à tel endroit parce que je veux que ces logements sortent afin de répondre aux besoins des territoires. » Et par rapport à votre question sur la qualité ou les actions, là aussi c'est une parole politique forte. Produire du logement, hein, puisque moi j'entends hein, donc du fonctionnement, mais je suis désolé, moi je suis dans l'investissement, je suis un horrible. C'est une vraie question qui se pose. Hein, Est-ce que la femme n'aurait pas intérêt à se positionner aussi sur l'exploitation enfin, si on prend au sérieux cette hypothèse de l'immobilier serviciel, c'est en ça que ça interpelle aussi les aménageurs. Je ne crois pas en fait. Je pense que la vraie question, elle n'est pas sur l'immobilier, qui est un vrai métier, mais je pense qu'elle est sur le foncier. Et donc la question, en fait, je trouve que vous la posez bien, c'est juste que l'angle, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va continuer à vendre du foncier public? Est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à conserver le foncier public, à construire des murs, et finalement à louer ou vendre moins cher, mais rester propriétaire en fait, de son territoire, notamment pour être sûr que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, en 2050, on soit en capacité de dire c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, ou au contraire, moi, puissance publique, je pense qu'il faut que je réoriente ma politique, mais je suis toujours propriétaire de mon foncier. Ce sont des questions, d'ailleurs, qui sont émergentes pour des opérateurs type université. Et c'est le rôle des offices fonciers solidaires tels qu'ils ont été montés à Lille, par exemple. Monsieur Le Halpert, sur oui, juste pour compléter les propos de Monsieur Goz, il y a un mot qui est apparu il y a en gros une dizaine d'années et que vous avez repris dans votre étude, c'est le mot autorité organisatrice. En fait, ce qui est majeur à mon avis, hein, et c'est très personnel quasiment en tant que citoyen, c'est que justement les grandes collectivités renforcent leur rôle d'autorité organisatrice. À la fois, c'est de la compétence technique, c'est de la compétence de l'ingénierie financière pour imposer et pour trouver les vraies frontières, comme l'évoquait M. Goz, entre l'ingénierie privée et l'ingénierie publique. Donc c'est vraiment plus aujourd'hui et demain son rôle d'autorité organisatrice et non plus de grand dirigeant, je vais faire le bloc A, le truc ci, comme ça, etc. Et de régulateur des services qu'il faut que la collectivité trouve et mette en valeur. Et trouve certainement des nouveaux modes de fonctionnement elle-même, d'ailleurs. Nicolas, est-ce que tu veux rebondir sur cette notion d'autorité organisatrice que vous avez beaucoup développée dans votre travail ? On l'a beaucoup développé et en même temps, on a beaucoup de débats entre nous sur est-ce qu'on sait le bon terme. Est-ce que tu peux déjà
dire de manière un peu générique, c'est quoi une autorité organisatrice dans le système français? C'est toute la question, c'est de se dire en fait, est-ce que c'est le bon terme parce que c'est un terme qui existe déjà, et notamment qui est apparu sur la question de mobilité, en disant il faut positionner la collectivité comme autorité organisatrice au départ des transports, de justement comment on articule l'intermodalité entre les transports en commun, et puis qui a été élargi à la mobilité. Et donc c'est un peu ça le point de départ. On a des débats entre nous parce que moi je trouve que c'est effectivement le bon terme, avec chacun des termes qui sont importants, autorité, et qui pose la question de comment, de quelles ressources la collectivité dispose pour continuer à faire autorité et à poser son autorité auprès de ces différents opérateurs. Et, pas revenir sur Hannah Arendt, autorité, etc. Mais c'est pas la même chose l'autorité que la direction ou d'imposer quelque chose. Et organisatrice parce que justement ça montre bien qu'il ne s'agit plus de piloter mais d'organiser, et notamment d'organiser les différents opérateurs privés dans leur lien avec l'acteur public, mais dans leur lien entre eux. Et de se dire en fait l'enjeu de l'autorité organisatrice, c'est pas de faire du public-privé, c'est de faire du privé-privé. Comment on assure la bonne compatibilité, la bonne complémentarité entre différentes offres qui sont chacune portées par des opérateurs privés. Le message qu'on porte, c'est ça. Et en même temps, mes collègues me disent, mais on est complètement d'accord avec ça, avec cette idée que du coup, il faut savoir gouverner des écosystèmes ou manager des écosystèmes, mais que le terme d'autorité organisatrice est pas le bon parce qu'il a d'une certaine manière été dévoyé dans la mobilité, où on voit bien qu'en fait l'autorité organisatrice à ce stade dans la mobilité a quand même souvent tendance à se limiter là encore au cadre de la commande publique, et en fait l'autorité organisatrice de la mobilité reste pour la plupart dans la plupart des cas une autorité organisatrice des transports urbains, ou en tout cas la capacité de ces autorités organisatrices à organiser la circulation automobile, enfin l'usage de la voiture, elle est la plupart du temps complètement dérisoire. Et du coup, ce terme, il est un peu piège parce qu'il fait croire une certaine continuité dans le périmètre, alors que justement l'enjeu, c'est de montrer que ce périmètre, il est bien plus large et que c'est comment on va chercher ces pratiques-là, qui sont pas forcément nouvelles. Hein. L'usage de la voiture, il est loin d'être nouveau. Par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est que cet usage qui était pour l'instant complètement individuel, même s'il y avait quand même l'industrie automobile, etc., on a d'autres opérateurs urbains qui interviennent dessus. Alors, normalement, il faudrait qu'on s'arrête là. Mais s'il y a une ou deux petites questions, on peut encore les prendre. Ou prise de position dans le débat. Voilà. Tu me laisses le rôle d'autorité organisatrice des débats, s'il te plaît? Bonjour, une petite série de commentaires. En effet, sur le dernier point, je suis assez d'accord sur le mot organisatrice. Un peu plus de questions sur le mot autorité, parce que je pense qu'aujourd'hui, un des rôles de la métropole pourrait être justement d'être plus dans le partenariat, dans l'encouragement de ces nouvelles formes de mobilité. En l'occurrence, c'est le marché qui m'occupe, et je pense que c'est totalement le cas. Est-ce que vous pourriez vous Pardon. présenter? D'où vous parlez? Oui, je suis Émeric Lequino, le directeur commercial d'Indigo Wheel, donc les vélos partagés. Alors forcément, je suis de parti pris, mais voilà, c'est ce qui s'est un peu passé avec vous, Monsieur Fontaine. Ça a été un partenariat, et en tout cas, on est passé par la métropole pour demander l'autorisation de mettre nos vélos dans les rues. Donc c'est un peu comme ça que je vois les AOT aujourd'hui. C'est surtout à travers le côté organisatrice et facilitatrice que le côté autorité, parce que je pense qu'on a besoin l'un de l'autre et l'autre de l'un. Et je voulais juste revenir sur le côté un peu antagonisme entre les GAFA et les entreprises plus classiques et les pouvoirs publics. Elles ont leurs défauts. Uber, c'est sûr que c'est pas forcément un modèle économique d'avenir en l'état, qui repose un peu sur la précarité, l'ubérisation. Pas certain que demain, ils puissent continuer à embaucher, à travailler avec des gens qui sont justement pas des employés. Même chose pour Airbnb, on voit qu'il disparaît petit à petit. Mais n'empêche, on ne peut pas leur opposer le fait qu'ils ont fait progresser certaines professions qui, depuis 10, 20, 30 ans, n'évoluaient pas. Merci Uber par rapport à l'évolution qu'ont connue les taxis. Merci Airbnb pour les hôtels qui aujourd'hui ont revu leur politique commerciale et clients. Merci Blablacar qui gagne pas, c'est certain, qui est absolument en négatif dans ses comptes, mais qui a fait parler du covoiturage
Et ça, c'est des sujets d'actualité aujourd'hui qui sont même financés par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un coup d'accélération et c'est un peu comme ça que, avec toute la modestie, on se voit nous-mêmes. Hein. On ne sait pas si on sera là à la fin, mais en tout cas, on espère impulser un peu d'innovation et voilà. Le deuxième point, c'était par rapport à la deuxième question qu'il y a eu tout à l'heure, le monsieur qui... Voilà, toi. Je pense pas qu'il faille opposer, une fois de plus, qu'on a des intérêts incompatibles entre pouvoir public et entreprises privées. Monsieur Fontaine l'a encore dit, on cherche tous des investissements rentables. Évidemment, les buts finaux ne sont pas les mêmes, mais on cherche tous des investissements rentables. Et dans ce cadre-là, quand une ville accueille des services de mobilité partagée, ça va l'aider à décongestionner, à dépolluer, à moindre frais, en l'occurrence, ce qui nous concerne à 0 frais. Et nous, ça va nous aider à gagner un peu d'argent. Tout le monde est content à la fin. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on poursuit les mêmes buts et qu'on a tout intérêt à ce que l'autorité ne reste pas une autorité, mais reste plus organisatrice, facilitatrice, et dans le partenariat, dans l'écoute et dans l'accueil. C'est le cas jusqu'ici à Bordeaux et dans les 6 autres villes, donc merci. Voilà, mais c'est ma petite question, et donc la conséquence de tout ce que je viens de dire, c'est je pense qu'on se dirige vers des modèles qui vont évidemment se rationaliser. Il y aura beaucoup moins de spéculation dans les mois à venir sur la mobilité, mais néanmoins, on aura besoin de plus en plus des services publics, des pouvoirs publics, et notamment, est-ce que vous envisagez, même si Monsieur Fontaine, vous ne croyez pas totalement à ces modèles-là, est-ce que vous envisagez malgré tout de rester encore un peu dans l'observation, voire d'encourager, au-delà de simplement autoriser aujourd'hui l'exercice de ces professions voilà. Donc je pense que, et je pense personnellement, mon petit commentaire aussi, c'est que ça sera de plus en plus nécessaire, absolument crucial, pour continuer à exercer. Voilà. Merci. On prend une dernière question, si vous pouvez vous présenter aussi. Oui, donc bonsoir, je m'appelle Léa Lebechnek, je travaille donc à Darwin Ecosystem, donc l'autre côté, dans un bureau d'études en économie de l'environnement, donc Vertigolab. Donc ma question, moi, est vraiment très concrète pour le coup. Le titre de la conférence ce soir était « Qui financera la ville de demain ?» Et là, on a plutôt eu une espèce d'explication sur les différents services, comment ils vont évoluer, qui va s'en occuper, etc. Mais moi, j'aimerais vraiment savoir concrètement quelle catégorie de services, quel type de services, quelle catégorie d'usagers, etc. vont financer, devraient financer la ville de demain. Donc avec des exemples concrets, enfin des explications concrètes. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler que nous avons été hors sujet sur toute... Nicolas, 5 minutes pour répondre à la question qui a été posée. Il y a effectivement plusieurs choses à dire. La première, qui découle un peu de ce qu'on a raconté, c'est qu'une première réponse, mais pareil, qui demanderait à être objectivée un peu quantitativement, c'est que nous, on a plutôt l'impression qu'on assiste à un basculement de l'impôt vers le tarif, vers la tarification usagée. Et donc, quelles sont les conséquences de cette évolution où le contribuable comme premier financeur de la ville est remplacé par l'usager qui achète le service, qui peut être l'acquéreur d'un nouveau logement qui va, en équilibrant l'opération, financer les logements sociaux de l'opération dans laquelle il va habiter et qu'on peut reprendre sur d'autres services. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure en disant notre but c'est d'investir, c'est de repérer là où on peut avoir le meilleur rendement, quoi, en investissant le moins possible et en ayant le maximum de recettes. Et moi la façon dont je comprends ce que vous dites, c'est aussi de se dire si tout le monde fait ça, qui va payer ce qui est à faible rendement, quoi. Et on revient à cette question des infrastructures et de l'entretien d'infrastructures lourdes sur lequel aussi s'appuie, ne serait-ce qu'en parlant de la voirie, s'appuient ces différents opérateurs. Et d'une certaine manière, une question qu'on pose, c'est
qui paye quand personne ne paye, alors que pour autant il y a quand même un coût, et c'est un peu ça la question qu'on voudrait. Enfin, c'est un peu les deux questions qu'on voudrait continuer à traiter dans la suite du travail. C'est cette question du financement des infrastructures qui paye quand personne ne paye, et cette question de la péréquation, en disant pour l'instant on associe la péréquation à l'impôt. Et en même temps, on voit bien, les débats actuels le montrent, que l'impôt n'est pas toujours synonyme de redistribution, ou que cette redistribution elle est souvent imparfaite quand on parle notamment de la taxe sur les carburants, sans parler d'autres phénomènes de redistribution inversée. Vous prenez les financements d'un opéra, par exemple, financé en grande partie par l'impôt, à qui ça redistribue. Il y a quand même de plus en plus de collectivités qui se posent la question. Donc on voit bien qu'il y a en tout cas une mise en question de la capacité de l'impôt à redistribuer. Et donc c'est ça qu'il faut questionner, et de voir aussi à l'inverse, si on valide l'hypothèse d'un basculement du contribuable vers l'usager, comment on arrive à imaginer d'autres phénomènes de péréquation à travers la tarification de l'usage. Et à notre sens, c'est une des pistes qui mériterait d'être approfondie. Monsieur Fontaine, Oui, juste 2 minutes, et ensuite Jérôme, 2 minutes Deux aussi. petites choses. D'abord, j'ai du mal à m'expliquer quand je dis qu'on a fait un rond-point, qu'on a gagné 800 000 euros. C'est pas des recettes qu'on a perçues. C'est de la valorisation économique des gains pour la société. On a dépensé 10 000, on n'a rien rapporté en euros. Voilà, juste une petite précision. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut investir là où ça rapporte le plus à la société, en gains socio-économiques, en gains de santé, en gains d'environnement, etc., etc. Je suis d'accord avec vous pour répondre à la question de madame. Demain, c'est très clair, la part de financement des services publics par l'usager va augmenter, et il faut que la part qui vient de l'impôt, elle soit utilisée pour les personnes qui ne peuvent, pour les services publics qui sont déficitaires, très largement déficitaires, et pour les publics qui ne peuvent pas financer les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. etc. Voilà. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des systèmes de tarification solidaire, c'est-à-dire que pour un même service, vous ne payerez pas la même chose suivant votre revenu. C'est ce qu'on essaye de faire. On a des petits problèmes techniques sur les transports. C'est ce qu'on va essayer de proposer aussi au gouvernement dans le cadre de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités sur le stationnement. Voilà. Il n'est pas normal que quand vous êtes smicard et quand vous gagnez plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, vous payez la même chose pour vous garer en ville. En tout cas, on pourrait avoir des systèmes beaucoup plus équitables, beaucoup plus justes, beaucoup plus performants en faisant de la tarification selon le revenu. Et là, ça rejoint l'enjeu de régulation de l'offre privée, en disant cette logique de tarification solidaire, on l'applique au service public. Dans quelle mesure elle peut aussi être impulsée dans une offre privée? Pour compléter un peu la réponse, donc qui paye en fait ceux de demain, ce seront à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Alors peut-être qu'effectivement les proportions auront changé, mais concrètement, si vous achetez un logement, donc vous allez acheter votre logement. La question, c'est qu'est-ce que vous allez acheter en plus de votre logement. Donc nous, en fait, nous aménageurs, on milite effectivement pour qu'il y ait le moins possible, j'allais dire, d'opérations isolées, mais plutôt trouver les conditions d'une opération groupée, nous permettant aussi de dégager de la valeur pour accompagner les dépenses publiques qui seront inhérentes à l'installation de nouveaux habitants. Des écoles, vous avez parlé de gymnases, de crèches, bref, tout ce qui fait service et qui fait qu'à un moment donné, on est en capacité de bien vivre dans son quartier parce qu'il y a un minimum d'équipement. Donc la répartition en fait qui paye la ville, c'est déjà une des premières conditions, c'est de trouver des échelles. Ça ne veut pas dire des grandes échelles, ça ne veut pas dire produire 5000 logements à tel endroit ou 10 000 à tel autre. C'est trouver des échelles cohérentes permettant à un moment donné de dégager un peu de valeur pour que collectivement on participe aussi à la construction des infrastructures qui sont nécessaires. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je tiens à remercier nos 4 intervenantes pour la qualité de leurs interventions et de leurs échanges. Merci aussi aux interventions qui venaient de la salle.
Merci à la maison de Bordeaux Métropole 2050 de nous avoir ouvert ses portes. Merci à tous. Bonne soirée.